Bienvenue à l'Assistant Coach, le podcast de la NFL. Mon nom est Julien. Là, j'ai essayé de faire un petit visuel sur YouTube avec tu sais, la mode avec les énormes casquettes. Mais non, j'ai juste une toute petite tête. C'était mon introduction. Marc-André nous a titillé toute la semaine. Il y avait une nouvelle choc à nous annoncer. Mais avant toute chose, là, merci à Dualité pour la musique d'intro. Et Marc-André, plug nos réseaux. Puis ensuite, c'est quoi? Là, toute la semaine, tu nous as titillé avec une nouvelle extraordinaire que tu as dit, je vous garde ça pour un début de podcast. C'est quoi la nouvelle extraordinaire? J'aimerais en fait, ça tombe bien parce que les deux choses que tu m'as dites, elles vont ensemble. Vous ne le savez pas encore, les boys, mais il y a beaucoup de monde qui le savent. Nous sommes maintenant sur TikTok et sur Instagram, gang. Oh. Ah, ouais, non. Let's fucking go! Ouais. Merci Marc-André, modérateur incroyable. Fait que là, tu es en train de m'annoncer que notre podcast est sur TikTok avant moi. OK, c'est excellent. Voilà. Moi, j'ai été sur TikTok pendant 5 minutes. Hey, les clips que tu vas mettre là-dessus toute la semaine. Là. Et je tiens quand même à faire la passe à Losé parce que Losé nous avait lancé une super idée de faire l'assistant bête. Il a fait une vidéo qui a super pogné. Après ça, il nous a complètement oublié. Il a décidé d'aller vivre sa vie au chalet. Fait que moi, j'ai décidé de reprendre cette idée-là et j'ai fait 4 vidéos de l'assistant bête que j'ai mis sur les différentes plateformes. Et voulez-vous savoir nos chiffres, les boys, parce qu'on est vraiment hot. Let's go, man. Le vidéo qui a le moins de vues sur les 4 vidéos de betting a 323 vues, les boys. Wow, le reach, là, c'est Instagram puis TikTok, pour vrai. Instagram puis TikTok. TikTok, tous nos vidéos ont en haut de 125 vues. Instagram, on est en moyenne en haut de 75-80. Facebook, on est à 20. Donc, Facebook, je me rends compte que c'est pas là qu'on va avoir du reach. Fait que suivez-nous TikTok, Instagram, l'Assistant Coach Podcast, gang. Hey, je suis juste sur Facebook, moi, ça va mal. Facebook, là, c'est pour les vieux. Marc-André, YouTube, c'est bon. YouTube, c'est bon. YouTube, on a des bons chiffres, mais vraiment, nos meilleurs chiffres, c'est TikTok. Donc, suivez-nous. J'ai quand même des petits shout-outs à faire. Je veux quand même lancer un petit shout-out à Junior et à Son, nos 2 premiers followers sur Instagram. Merci les boys d'être là. Toujours au rendez-vous, c'est vraiment cool. Sur TikTok, 3 shout-outs. Henri Doucet, Louis-Martin Savard et Vini, qui sont les 3 gars qui ont checké notre profil pour commencer. Donc, un gros shout-out à ces 5 personnes-là qui nous suivent sur nos nouveaux réseaux sociaux. Vous ne le savez pas, mais vous nous inspirez à mettre le meilleur de nous-mêmes sur la table. Voilà. Ça, c'est sincère. Là, je deviens un peu trop émotif. Avant que je me mette à pleurer, on enchaîne avec les revues de match. Mais ben, merci, dans le fond, Marc, là, pour agrandir nos réseaux, de la visibilité. On se donne quand même beaucoup là, la semaine pour préparer ce podcast-là. Donc, pourquoi pas agrandir notre reach. Puis, exactement. C'est ça qu'il faut faire. Là. Fait que, merci Marc-André pour le visionnaire. Je suis un peu déçu parce que dans les meilleurs guesses de c'était quoi la grosse nouvelle, on pensait qu'on avait enfin eu une commandite. On pensait aussi qu'on était officiellement une entreprise enregistrée au REQ, qui est le registraire des entreprises du Québec. Je me suis dit, est-ce que on va faire un placement de produit bientôt, enregistrer une capsule là, pour vendre un boxer man-made ou un site de betting de Bet99. Qu'est-ce qui se passe? On est ouvert à ça, donc on a quand même un plus gros reach avec nos nouveaux réseaux sociaux. Écrivez-nous sur TikTok si vous voulez. En tout cas, la beauté là-dedans, c'est que si j'avais eu 200 essais, je ne l'aurais pas eu. Pour essayer de trouver la nouvelle. Ouais, la nouvelle, oui, c'est ça. Mais tu sais quoi, Losé, t'es comme les botteurs de la NFL cette année. J'aurais essayé de dire de quoi, puis je me serais fait bloquer. C'est ça qui s'est arrivé. D'ailleurs, 2 bottés bloqués hier en plus. Encore. Du lundi. C'est incroyable. Je les ai vus à chaque fois. Je venais de changer de poste, puis j'ai vu un autre botté bloqué. J'étais donc là, non, mais il y a peut-être de quoi qui se passe. Peut-être qu'il y a un règlement qui a été changé, puis les équipes savent exploiter maintenant, ou c'est juste que les gens sautent beaucoup plus haut. Hein, le saut vertical qu'on nous montre, qu'on nous vend du temps dans la combine. Tu sais, Marc, dans les autres semaines, tu avais fait un shootout à Marc Spedding, qui nous regarde religieusement chaque semaine. Puis hier, il m'a dit un commentaire que, écoute, j'en ai aucune idée si c'est fondé, lui non plus, mais il y avait une petite hypothèse sur le fait que pourquoi cette année c'est de même. Mais ils ont changé les règlements des ballons des kickers. Comme c'est des ballons, comme avant, ils prenaient n'importe quel des ballons sur le côté. Puis là, pour eux.
C'est ça exactement. Fait que est-ce que les nouveaux ballons font qu'ils lèvent moins? Est-ce qu'ils partent plus Écoute, ça serait à vérifier. Les ballons sont dégonflés. J'ai fait aucune recherche là-dessus. Mais quand il m'a dit ça hier, écoute, on ne sait pas. Peut-être. Ça pourrait être en lien avec ça. J'aime l'idée. Merci, Marc. Shoot-out à Marc. Yes, sir. Bonne hypothèse. En là, je peux pas dire oui ou non, mais c'est plausible. C'est vraiment plausible. Non, mais c'est vrai parce qu'il y a ce nouveau règlement-là, autant pour les kick-offs que pour les field goals. Ouais. Donc, écoute, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui a changé, on s'entend, parce que il y a autant de terrain qu'il y avait avant. Là. On s'enseigne. Puis là, Marc-André, ton micro, je pense qu'il était peut-être fermé. Est-ce que tu as essayé de parler, mais on ne t'a pas entendu. Êtes-vous là? Ça va être le temps. Ça va être le temps, là. Marc, parle-nous de tous les matchs dont on ne parleront pas. Juste pour mettre un peu l'eau à la bouche, Marco nous parlera de Dallas contre Caroline. Marc-André va nous parler des Colts contre les Cards et Losé de Buffalo contre Atlanta. Donc, c'est des matchs qu'on vous garde en réserve. Marc-André, qu'est-ce qui s'est passé dans la NFL pour les autres la semaine passée? Yes, donc segment en rafale. Ta voix mielleuse. Donc, match du jeudi soir, gros upset. Les gens ne s'attendaient pas à ça, mais les Eagles qui continuent leur début de saison difficile et pas convaincant, malgré leur fiche de 4-2, victoire des Giants 34-17. On ne sait plus à quoi s'attendre des Giants avec victoire, défaite, victoire depuis le changement de corps arrière. Dans un match palpitant à Londres, je suis convaincu que tous les Anglais sont devenus des fans de la NFL avec ce match-là. Victoire des Broncos de 13-11 sur les Jets. Match qui a vu Justin Fields réussir moins de passes que de se faire saquer. C'est chapeau à Justin Fields. Moins 10 verges nettes. C'est une statistique incroyable d'avoir plus de sacs que de passes complétées dans un match. Match qu'on s'attendait peut-être à haut pointage avec la défensive des Ravens qui était poreuse depuis le début de la saison. Les Rams l'emportent quand même, mais dans un score beaucoup plus bas que prévu, 17-3. Les Seahawks l'emportent 20-12 sur les Jaguars. Les deux équipes sont à 4-2. Jackson Smith Njigba qui continue son début de saison de débile mental et qui commence à hyper son poste pour peut-être le Offensive Player of the Year parce que c'est assez impressionnant. Les Chargers qui sont rendus avec leur équipe B l'emportent in extremis face aux Dolphins 29-17. Vous irez voir le Hail Mary de Tua Tagovailoa en fin de match. C'est du génie ce jeu-là. Les Steelers l'emportent 23-9 dans un match de division et augmentent leur fiche à 4 victoires et une défaite. Les Steelers continuent de se donner une sérieuse option sur cette division-là. Les Pats et Drake May qui continuent d'être dominants. 25-19, fiche de 4-2 pour les Pats et ils sont premiers dans leur division, gang. C'est malade mental. Dans un match de dernière place, les Raiders l'emportent 20-10 sur les Titans qui, après le match, congédient leur entraîneur-chef après ce début de saison catastrophique. Les Buccaneers battent l'équipe Y ou Z des 49ers. Je ne sais pas trop laquelle des deux, là, mais on est rendu à peu près au 48e. Oh, les Bucs aussi n'ont pas top shape. Hein? Deux équipes les plus abîmées. Fait que, à tout seigneur, tout honneur. Là. Vraiment, mais les Bucs... gagné son équipe B + C. Là, les Bucs, c'est Baker Mayfield, MVP, man. 30-19 pour les Bucs. Les Packers, ça n'a pas été toujours élégant, mais l'emportent quand même 27-18 sur les Bengals. Et les Packers se donnent le sommet de la division nord de la nationale avec cette victoire-là, combinée à la défaite des Lions 30-17 contre les Chiefs. Et finalement, dans un match du lundi soir, une victoire à la dernière seconde, Caleb Williams qui l'emporte 25-24 sur les Commanders. Les Bears sont 3-2. Marc-André, merci pour ce retour. Petite question pour toi. Oui. Parce que pour ceux comme moi qui n'étaient pas disponibles pour regarder les matchs en fin de semaine, j'ai le goût que tu me parles de ce Hail Mary-là. Ça a l'air loufoque. Qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Attends, je suis capable? Je pense que je vais essayer d'aller... Je n'allais pas écouter ce game-là aujourd'hui. OK, attendez. Donnez-moi 2 secondes. Je vais aller le chercher. Non, mais regarde, Losé, je vais te répondre un petit peu. Mais je vais aller le chercher pour le montrer pour les gens qui vont le voir sur YouTube. OK? Mais pour l'audio, là, juste pour que tu comprennes, là, mettons, là, c'est qu'il y a eu, je pense que j'avais envoyé dans la convo, peut-être juste à Marc, tu sais, c'est un fake review de gameplay, mais tu vois que Tua lance une passe à personne qui traverse genre 15 verges. Tu sais, genre, en fin de match, la passe du désespoir, c'est 15 verges à personne. C'est le jeu le plus anodin au monde. C'est même pas un Hail Mary. Tu peux même pas faire un Hail Mary. Il n'y a pas de receveur. Je pense qu'il lance à son genre de ligne. Genre, il ne peut pas attraper la balle. Là, genre, il est comme, je suis pas éligible. Qu'est-ce que tu fais à moi? Là? OK, je fais ici pour ceux qui sont sur YouTube. Vous allez le voir, je le fais jouer à l'instant.
Vidéo description. On voit une petite je mets image. le son. Donc, petite image. Donc, Tua qui prend le ballon ici. C'est en petit, là, mais Tua qui prend le ballon ici. Et voilà. It's intercepted on the play. Derwin James. Il lance la ligne d'engagement, genre. Il est full reculé, puis il lance la ligne d'engagement, genre 10-15 verges plus loin. Oh. J'ai même pas eu le temps de voir ce game-là cette semaine, c'est plate. Mais bon. Donc, voilà le Hail Mary. C'est dégueulasse, c'est vrai. C'est même pas un Hail Mary. Hey, imagine si tu perds ta semaine fantasy, soit parce que tu as toi comme QB puis ça coûte moins 2, ouais. ou que tu joues contre la défensive des Chargers puis ils font un pic là-dessus. Imagine. C'est incroyable. Aucun sens. Hey, 2 statistiques vraiment intéressantes. La première, c'est que Fields lance aucune interception en 5 matchs et il y a 5 défaites. Donc, quand même, les Jets, là, atroces. Et aussi, pour Baker Mayfield, qui voit ses odds MVP augmenter, sur la passe de toucher qu'il envoyait à son receveur, dont son prénom c'est Tez, il pensait que c'est lui qui, comme il venait d'attraper une passe, que les gens cherchaient MVP pour lui, puis il disait à ses receveurs de passe sur le banc, j'ai rien fait de grandiose, me semble. Puis là, comme non, c'était pour Baker le chant. Oh my God! Le receveur qui a tapé la balle à ce moment-là, il pensait que les chants de MVP étaient pour lui, mais non. C'est incroyable. Le gars, il est genre 5e wide receiver. Ça fait rire tous les receveurs de passe qui rient. C'est vraiment incroyable. Mais comme, genre, j'ai pas eu une grosse année, j'ai rien fait vraiment. Non, c'est pour Baker. Oh, my bad. C'est quand même très drôle, ça. C'est incroyable. Mais là, maintenant, parlons là, avec Marco. Là, la parole est à toi. Très tranquille depuis le début du podcast, mais on veut entendre. En plus, 2 équipes que je n'ai pas vu beaucoup. Donc, je suis très curieux de voir qu'est-ce que tu penses du match Dallas-Caroline. Caroline l'emporte et porte leur fiche à 3 victoires, 3 défaites. Un début de saison qui me surprend. On battu les Cowboys qui marquaient, on dirait, des 40 points dans une victoire, dans une défaite, à tout bout de champ. Les Cowboys perdent malgré qu'ils marquent 27 points, puis les Panthers l'emportent 30 à 27. Donc, match quand même que je suis très curieux de voir. Qu'est-ce que tu en as pensé? Parle-moi de ça. Honnêtement, Caroline a vécu à la maison, mais je devrais commencer par une petite histoire. Rico Dowdle, qui était un gars de Dallas pendant 5 ans, qui a eu sa première chance comme RB1 l'année passée. Le premier joueur undrafté à avoir fait plus de 1000 verges pour l'équipe de Dallas. Fait que décide, dans la off-season, on arrive au draft, décide de ne pas repêcher de running back. On se dit, bon, ils vont signer Dowdle pour 1 an ou 2 pour le remercier au moins ou essayer de continuer après son breakout year. Finalement, il tombe en amour avec Javonte Williams. Cherchez-moi pourquoi, je ne sais pas. Mais bon, il fait quand même une bonne job en ce moment. C'est pas si pire que ça. Mais bon, ça pour dire que Dowdle arrive la semaine passée, fait une game que tout le monde rêve d'avoir en fantasy de 208 verges par la course, 30 verges par la passe avec un touchdown. Puis là, arrive le match revanche contre son équipe. Il décide de dire sur les réseaux sociaux, buckle up, attachez-vous, ça va rouler dans un sens. Puis il décide d'aller voir le super Jerry Jones en lui disant ça. Puis lui, ça va dire, je sais pas si mes joueurs vont aller sur le terrain, je pense qu'ils shake trop. Il est en joke, il dit ça. Puis finalement, il a sûrement tombé en bas de sa chaise parce que moi, je suis presque tombé en bas de ma chaise parce qu'il a fait une deuxième game. 15 courses de plus de 7 verges pour un total encore de plus de 200. Un touchdown, 4 réceptions pour 56 verges. Je pense qu'il y a comme 450 verges par la course puis la passe dans les 2 dernières games. C'est hallucinant. Je pense que ça va être un des premiers RB2 à voler la place de RB1 genre directement. Là. Même si Chuba revient, je vois pas comment que Rico Dowdle peut avoir moins de carry que Chuba. La défense complètement horrible de Dallas, c'était complètement atroce. Il y avait de l'espace partout, même pour Bryce Young avec ses passes. Bryce Young, pour vrai, j'ai jamais cru, mais cette game-là, de qu'est-ce que j'ai vu, il y a eu des flashs d'un gars de franchise, il y a eu des flashs d'un gars de first overall. Tech McMillan qui a été drafté cette année, 8e ou 9e overall, je ne me rappelle plus. Avait pas de touchdown encore et en a fait 2. Bryce Young a eu une interception, mais c'est toujours une erreur de T-Mac qui essaye de passer entre les doigts, donc on ne peut pas vraiment y attribuer. Sinon, mention honorable à George Pickens, qui a connu la meilleure game de sa carrière avec quelque chose comme 9 réceptions, 163 verges. En tout cas, il checker ses highlights. Ouais, c'est fou, c'est super. Il était écœurant, c'est plate, mais bon, Dak Prescott puis l'attaque va super bien. C'est pas un problème. Malgré que Javonte Williams, c'est sa pire game cette saison, ils ont vraiment été bons en défensive en Caroline pour arrêter tout ça.
Mais super par la passe, mais la défensive, c'est vraiment ça qui les a fait couler. Je pense qu'il n'aurait jamais dû perdre ce game-là. Dallas, il menait toute la game d'une possession, puis Caroline en revenait, puis ça finit avec un placement à la dernière seconde. Puis Trevor Etienne a été quand même très intelligent parce que sur la dernière course, tout le monde le laissait passer, puis il voulait qu'il rentre dans la zone début pour avoir plus de temps pour en revenir, pour essayer d'égaliser. Puis il a tombé, il a fait exprès de tomber pour justement après ça mettre le genou à terre puis kicker le ballon. Ça a été très intelligent parce que c'est drôle parce que la dernière course du match, tu le vois, il passe au travers puis le monde se tasse. Il passe genre, mais vas-y. Puis il n'y a pas été. Fait que ça a été intelligent de sa part pour une recrue. Sûrement qu'il y a eu le mémo de son coach aussi. Fais juste le first down puis couche-toi à terre. C'est ça. Sinon, la game était intéressante jusqu'à la fin de la game. Ça a été un bon match. J'ai bien aimé ça. Puis Caroline a vécu à la maison, sont encore dans le portrait. Puis Jerry Jones est allé dire après le Monday Night qu'on est toujours dans la course. Il a dit ça parce que Philadelphie et Washington ont perdu leur match. Mais techniquement, il n'y a pas tort. Non, il n'y a pas tort. Exactement, il n'y a pas tort. Puis ils ont 30 millions sur la masse salariale encore. Donc, ils vont sûrement essayer de chercher un défenseur pour patcher justement la perte de Micah Parsons qui fait vraiment mal parce que honnêtement, là, c'est une passoire cette défense-là. Mais merci Marco pour ton analyse. Puis juste pour rectifier les faits, c'est vrai, les Cowboys sont dans la course, 13e actuellement. Oui, mais dans leur division, il faut juste regarder leur division. Oui, on ne regardera pas rien d'autre que leur division parce que. Non, exact, c'est ça. Il ne faut pas être trop loin. Faut pas se mentir. Puis de la manière que Philadelphie joue, là, tout est possible. Philadelphie, c'est pas convaincant, puis Washington, c'est pas convaincant non plus, là, on va se le dire. Fait que... Non, Washington. C'est ça. Ils ne penseront pas les Eagles. Là. Je comprends qu'ils ont eu des. Je comprends que les Eagles sont un peu chancelants en ce moment, puis ils viennent de perdre deux matchs de suite, mais. Selon moi, les Eagles, je ne vois pas l'échapper, la division, mais en même temps, c'est pas très convaincant. Markley, pas très convaincant. On dirait que, comme on a parlé un peu avant le show, tout le monde se concentre contre la course, contre les Eagles, puis Hurts, il passe le ballon. J'ai pas envie de parler de Dallas avec toi, mais j'ai une question sur Caroline, par contre. Peut-être même possiblement 2 questions sur Caroline, mais tu sais, je les vois pas souvent. On dirait qu'il y a des meilleurs matchs où ils ont été atroces dans les dernières années. Mais par contre, est-ce que tu penses que le fait qu'ils n'ont pas été sous la loupe ou c'est pas une équipe avec historiquement beaucoup de succès, ça fait qu'ils ont le temps de développer Bryce Young, puis peut-être que la sauce commence à pogner avec les acquisitions. Est-ce que tu penses que le fait qu'on les scrutine pas trop, ils sont pas pressés, puis sont en train d'établir quelque chose de constructif? Je sais que ça reste juste les Cowboys qui sont quand même avec une fiche perdante actuellement, mais est-ce que la manière dont on jouait le match, tu dis, hey, c'est une équipe de football qui sait jouer, puis ils peuvent aller gagner d'autres matchs? Est-ce qu'ils ont le potentiel de finir 8-8 cette saison? Ce qui serait comme 8-8, 8-9 ou 9-8. Là. Tu m'avais dit ça l'année passée. Ce serait proche de finir, parce que pour moi, ce serait une énorme victoire qui finisse proche de 500 ou à 500. C'est plus bon barème, d'où le 8-8 que je disais, le 8-9 ou 9-8, mais est-ce que tu les vois potentiellement, sans regarder qui affronte, là, juste dire avec la qualité de football qu'ils ont fait, je pense que c'est une équipe qui est améliorée puis qui peut offrir un bon spectacle pour le restant de la saison? Oui, ben exactement. Mais honnêtement, si tu regardes juste, comme tu dis, la Caroline, honnêtement, c'est le jour et la nuit avec l'année passée. Il commence à avoir une structure. Le coach, je pense que, je ne sais pas si vous pouvez m'aider là-dessus, mais il n'est pas super, comment je pourrais dire, il n'est pas super vieux avec l'équipe. Mais il me semble que ça fait pas longtemps qu'il est en place. Il faudrait vérifier. Mais ça commence à avoir de l'allure. La défensive, la ligne à l'attaque. Tout commence à bien aller. L'année passée, tu m'aurais dit, regarde une game de Caroline, je serais parti à Rive, j'aurais fait garde, j'ai plus de temps à perdre. Je vais regarder n'importe quoi d'autre. Bryce Young était décevant. Puis même pour cette année, je ne le draftais pas souvent dans mes fantasy parce que je fais comme. À part T-Mac qui ont repêché, il n'y avait pas grand-chose de plus à que ça. Puis c'est ça. Puis honnêtement, pour avoir regardé un peu la game cette semaine, c'était vraiment très impressionnant de voir Bryce Young. Il a fait quand même, comme tu dis, quelques flashs qu'il avait l'air de vraiment un joueur de franchise. Donc, en confiance. En confiance. Puis honnêtement, sur le deuxième touchdown de T-Mac, si on pourrait voir la séquence, Rico Dodo manque complètement son bloc, puis le gars arrive très sur lui, puis il fait un petit mouvement d'épaule pour le skipper, puis il fait la passe à laser à T-Mac. C'était vraiment beau. Il commence à avoir, moi je pourrais dire, du bon sens. Là. Il y a eu une couple de bonnes games l'année passée aussi, mais rien de convaincant d'une manière. À la fin aussi, là. Ouais, c'est ça, mais c'est pas convaincant sur une base hebdomadaire, mettons. Non, exactement. En même temps, ça reste une équipe qui, c'est pas juste sur lui la pression. Je crois que c'est le premier, mais
quand tu es drafté premier overall, souvent, il y a une raison. L'équipe, elle va pas bien, puis ça prend plusieurs années. Mais tant mieux si ils sont compétitifs, ils sont agréables, parce que ça fait qu'on peut redécouvrir la Caroline un peu, puis voir des joueurs, parce que souvent, le sport de Chuba Hubbard, là, qui peut-être qu'il va être un bon comité avec Noodle aussi. Donc, peut-être que c'est un peu comme Détroit, où ils ont 2 running backs qui peuvent faire la job. Peut-être que là, tu as 2 bons running backs. Est-ce qu'ils vont en échanger un pour avoir des meilleures pièces aussi? Je penserais pas. Mais là, moi, j'ai une question pour toi. J'adore ton éternel optimisme pour les équipes un petit peu plus, on va dire, underground. Non, mais t'aimes le fait qu'on les revoit peut-être renaître tranquillement. Mais est-ce qu'il y a une équipe qui laisse aller pour rien Mayfield, laisse aller pour rien Darnold quand ils n'ont pas de QB, laisse aller McCaffrey quand c'est le meilleur running back de la ligue, échange une équipe au complet pour aller chercher Bryce Young au lieu de repêcher Caleb Williams l'année d'après? Il mérite-tu vraiment qu'on souhaite qu'il renaisse? C'est sûr. C'est sûr, mais en même temps, il faut voir le côté des fans aussi. Là, au moins, ils ont du bon football un peu. On dit toujours que c'est dur de jouer à l'étranger, puis hier, ils défendent bien à la maison. Moi, 3 victoires, 0 défaite. Losé, je vais être franc avec toi. Tu as posé une question il y a plusieurs facettes. Okay? À la base, quand je suis éternel optimiste, c'est que j'ai toujours parlé avec Marc-André de ça. Puis je trouve que moi, pour les équipes de la NFL, je trouve ça le fun quand c'est un peu imprévisible, puis tout le monde peut battre n'importe qui à n'importe quel moment. Je trouve ça une NFL en santé, c'est le fun quand ça peut arriver. Caroline, avant, j'avais une bonne opinion plus juste de ce qu'il peut offrir ou pas. Puis là, ça fait plusieurs années que je ne le sais pas. Fait que je pose des questions, mais ça ne veut pas dire que je suppose de la réponse. Est-ce que moi, je veux qu'il soit bon et compétitif? Je m'en fous un peu. Est-ce qu'il mérite ça? Je ne le sais pas. Je ne sais pas s'il a changé de GM récemment. Je ne sais pas s'ils ont changé. Si les mêmes personnes. C'est le coach que je me demande. Le coach, là, si je peux répondre, là, Dave Canales, c'est sa 2e saison, il y a 44 ans. C'est ça. Fait qu'il est arrivé avec Bryce Young. Sans joke. Les Bears, ils ont fait ça aussi. Ils ont eu une vente de feu il y a plusieurs années pour reconstruire. Pourquoi est-ce que certaines équipes ils ont le droit de vendre des ventes de feu et d'échanger leurs top joueurs défensifs? Tu sais, mettons, les Bears avaient genre 3 excellents joueurs défensifs qui ont laissé aller pour les Ravens, pour les Commanders, puis pour je ne sais plus trop qui, d'autres dans peut-être San Francisco. Pourquoi on pourrait en parler de plein d'équipes de même. Ils peuvent faire des ventes de feu puis reconstruire sur 4-5 ans, mais pas eux. Écoute, Julien, c'était vraiment plus une joke qu'autre chose. Non, mais c'était vraiment plus pour valide, je te prends sérieux. C'était vraiment plus pour rappeler à tout le monde que les Carolines, ils ont laissé aller. Les deux avaient en même temps Sam Darnold et Baker Mayfield qui ont fait une des pas le bon moment à la bonne place. Shootout c'est 2 starters. Ils sont c'était pas le bon fit, bonne place. Peut-être que c'est eux aussi qui étaient comme, je veux pas rester ici. Un meilleur exemple, c'est Daniel Jones. Tout le monde, ils ont tous chié sur lui pendant 4-5 ans à New York Giants. Il arrive puis il est premier dans la ligue au complet overall. Le fit est important. C'est complètement ridicule. Ouais, mais en tout cas, je vais en parler tantôt de Daniel Jones. Mais il y a une bonne place, bon moment. On va passer à un autre match. Parce que dans le fond, je sais que Marc-André et Losé, vous n'avez pas vu ce match-là. Si vous avez des questions, vous pouvez en poser à Marco qui l'a vu, mais sinon, je passerai au prochain match avec Marc-André. Vas-y. Sauf si vous avez des questions, par contre. Non, c'est good, on peut enchaîner. Ça va. Dans le fond, Marc-André, toi, tu veux nous parler des Colts contre les Cardinals. Match super intéressant. On se demandait qu'est-ce que ça allait donner avec les Cards qui étaient tout feu, tout flamme, complètement cirque. Et les Colts numéro 1, est-ce qu'elle allait être challengée par les Cards qui étaient dans une bonne division, qui ont eu des matchs quand même relativement serrés jusqu'au début de l'année. Est-ce que ça allait être mettre les Colts en déroute ou est-ce que les Colts allaient sortir vainqueurs? Et c'est les Colts qui sortent vainqueurs 31-27. Marc, comment est-ce que le match s'est passé? En fait, pour vrai, ça a été un match très serré dès le départ et je pense qu'une de ces raisons-là, c'est que Jacoby Brissett a joué au poste de quart au lieu de Kyler Murray. Ça fait quelques années qu'on fait le podcast, c'est pas nouveau pour moi. Je suis vraiment pas un fan de Kyler Murray. Puis tu sais, Jacoby Brissett n'a pas été si exceptionnel que ça. Là. 27 en 44, c'est pas des stats de débile mental. Jacoby Brissett a 320 verges. Savez-vous la dernière fois que Kyler Murray a eu 300 verges par la passe? Ça va faire longtemps. 2022. Ça fait 3 ans qu'il n'a pas eu 300 verges, Kyler Murray. Jacoby Brissett qui arrive avec la même maudite attaque, moins Marvin Harrison parce qu'il a été blessé rapidement dans le match avec une concussion puis il est sorti du match. Jacoby Brissett. Exactement, il n'y a pas Connor qui est là. Pour vrai. Oui, exactement. Parce qu'il s'est fait puncher par son coach la semaine passée. Mais. Plus sérieusement, le duo
le duo Brissett et Zay Jones avait beaucoup plus l'air d'un QB1, wide receiver 1 que le duo Kyler Murray puis Marvin Harrison Jr. Je sais que Gannon a déjà dit que quand Kyler Murray allait être en santé, c'est lui qui allait starter. Je pense que les Cards ne sont pas si loin de ça d'être une équipe pas compétitive pour gagner le Super Bowl, mais compétitive pour participer aux éliminatoires. Mais pour moi, faut qu'il y ait un changement. Là. Kyler Murray ne peut pas rester là. Vraiment, je trouve que ce match-là nous a montré à quel point Kyler Murray n'a pas d'affaires comme QB partant dans cette ligue-là. J'adore. Je sais que je l'ai déjà dit, mais Trey McBride, c'est un malade. Là. Pour vrai, c'est un des meilleurs tight ends dans cette ligue-là. Il est vraiment incroyable. Il est extraordinaire, ce gars-là. Il est partout, il bloque, il est gros, il court. Pour vrai, il est incroyable. Ça serait le tight end 1. Pour vrai, c'est probablement peut-être le meilleur tight end de la ligue actuellement, là, je pense. Là. Il est vraiment, top 3, top 3 discutable pour moi. Là. Fait que j'ai vraiment aimé ça. C'est un match serré. Pour vrai, Arizona a eu les devants quand même jusqu'au milieu du quatrième quart. Là. Jusqu'au milieu du quatrième quart, il menait 27-24. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, les Cards, je le dis, ils ne sont pas dans une division où ils vont être capables de passer. Tu as les Seahawks, tu as les Rams, puis tu as même les 49ers, même s'ils sont blessés, ils continuent quand même de gagner un peu. Les Cards ne partiront pas aux éliminatoires, mais cette équipe-là n'est pas si loin que ça d'être bonne. Je pense que ça va prendre un changement d'entraîneur puis un changement de corps. Puis je pense qu'il y a quand même quelque chose qui peut être intéressant à partir de l'année prochaine pour cette équipe-là. Littéralement un peu comme les Colts l'ont fait il y a quelques années, changement de corps et aussi cette année, puis changement d'entraîneur-chef. Puis Stein, il fait une super. Stein, je ne sais pas si je le prononce bien, mais le coach des Colts fait une super bonne job avec eux. Steichen? Oui. OK. Puis dans le fond, Steichen, je trouve qu'il fait une super bonne job avec les Colts depuis son arrivée. C'est pas sa première année. Fait que dans le fond, il s'est habitué avec cette équipe-là. Puis il fait ressortir, je pense, le meilleur des corps. Daniel Jones, c'est pas un QB élite, mais il assume bien son rôle. Il y avait des bons joueurs autour de lui. Puis un peu comme avec San Francisco, où est-ce que tu avais beaucoup de joueurs. Brock Purdy arrive. Même si c'était Mr. Irrelevant, il paraît bien. Brock Purdy est meilleur que Daniel Jones, selon moi. C'est pas un débat que je vais ouvrir. C'est juste, je trouve ça similaire. Tu as une équipe qui est tout de suite construite, mais quand tu as un corps qui fit avec le système, il paraît encore meilleur, puis il s'épanouit. Puis je pense que c'est ça que je vois avec les Colts actuellement, où est-ce que Daniel Jones s'épanouit, puis il profite bien des joueurs, puis du talent autour de lui. Il a l'air de bien distribuer la balle. J'ai pas vu le match au complet, mais de ce que j'ai vu, c'était quand même... je trouve un corps arrière en confiance. Il y a eu de l'adversité, puis il a fait face à l'adversité, puis il gagne le match à la fin. Fait que puis il est premier de la AFC, c'est incroyable. Moi, je ne le voyais pas venir. Absolument. Tu veux réagir à mon commentaire? En fait, moi ce que je pense, le retour en force de Jonathan Taylor fait excessivement bien pareil Daniel Jones. Jonathan Taylor, c'est quoi? C'est il y a 2 ou 3 ans qu'il y a eu une saison de fou là, qui a été incroyable. Le 3 ans. Puis dans les 2 dernières saisons, il y a eu beaucoup de blessures. Il n'était pas à 100%, puis on ne retrouvait pas cet équilibre-là. Ah, mais Marc, sors-moi les stats de Jonathan Taylor à la week 1, parce que des fois, j'ai l'impression que Daniel Jones aide aussi Jonathan Taylor à avoir moins de pression. Parce qu'avant, il fallait que tu arrêtes Jonathan Taylor puis tu arrêtais les Colts. Tandis que là, peut-être que si Daniel Jones est capable de passer la balle, ça ouvre Jonathan Taylor. Jonathan Taylor est ouvert. Dans le fond, ils vont essayer de le stopper, puis c'est donnant-donnant. J'ai l'impression que les Colts n'ont pas gagné grâce à Jonathan Taylor semaine 1, par contre. Jonathan Taylor a beaucoup plus d'espace qu'il en avait avant, je trouve, parce qu'il ne faisait pas des games de 150 verges. Les deux marchent l'un avec l'autre, l'arche de terre. Donc, Jonathan Taylor, ici, tu vois, semaine 1, tu sais, quand même une game de, si tu regardes, le 98 verges pour les deux. Après ça, 215 verges, 118, 96, 86. Puis là, game de 137. Tu sais, ça reste qu'il est tout le temps à 100 verges. Là, ou à peu près. Semaine 1 est bonne, mais si je compare à d'autres RB1, tu sais, c'est beaucoup plus. En tout cas, tu sais, c'est bien, mais on dirait que c'est pas genre à cause de lui nécessairement contre Miami. Fait que j'ai l'impression qu'il y a eu une bonne game, mais là, ils ont fait « Oh shit, Daniel Jones, il peut passer ». Ils n'ont pas le choix de l'arrêter. Puis là, ça l'a ouvert encore plus, semaine 2 puis semaine 3. Shit, il faut arrêter Jonathan Taylor. Fait qu'on dirait que c'est les deux. C'est la résurgence de Jonathan Taylor. Il n'était pas mauvais l'an passé. C'est juste que tout le monde essaie de l'arrêter. C'est très possible. Pour vrai, c'est possible aussi. Il était blessé il y a 2 ans, là aussi. Faut pas, moi, je t'avoue qu'en regardant ce match-là, puis là, je vais vous présenter un graphique que je suis allé chercher après le match parce que quand j'ai eu fini de regarder le match, je me suis dit, j'ai l'impression que Daniel Jones
il n'a pas passé le ballon en haut de 10 verges de la game. J'ai l'impression que toutes ses passes, c'est des petites passes à Warren dans le flanc. Puis je suis allé chercher le Next Gen Stats un peu de Daniel Jones. Donc, où ses passes sont allées. Puis ce qu'on voit, là, la ligne de 10 verges, dans le fond, ce qu'on voit, c'est la ligne bleue, c'est line of scrimmage. 10 verges, c'est les passes qui, dans les airs, traversent 10 verges. Puis après ça, bon, ici, là, sa plus longue passe qui a été une passe tentée de 40 verges. Mais ce qu'on voit, là, c'est que Daniel Jones, là, c'est toutes des passes en dedans de 10 verges ou presque. Là. Gros max 15 verges. C'est conservateur. Ils connaissent le joueur avec lequel ils ont entre les mains. Exactement. Donc, tu sais, Daniel Jones paraît bien, mais il paraît bien parce qu'il utilise. Tu sais, si on regarde, là, 90% de ses passes, c'est des passes en dedans de même 5 verges. Là. Si J'en connais un autre, moi, qui lance juste des passes en bas de 15 verges. Il y a 8 passes sur 30 en haut de 10. Tu sais, fait que, tu sais, puis tu sais, t'en as beaucoup là, entre 10 et 15 ici. Tu sais, t'en as juste une en haut de 20 verges. Là. Pour moi, ça fait pas de sens qu'un QB dans la NFL ait une passe tentée, pas complétée, une passe tentée en haut de 20 verges de line of scrimmage. Tom Brady a fait ça pendant 20 ans. Tu l'as-tu pour la saison, pour d'autres matchs? Il fait ça. Tom Brady a gagné 7 bagues du Super Bowl, puis il a fait ça pendant 20 ans, toutes des passes en bas de 20 verges. Ouais, Marc-André, moi, ce que tu me dis, c'est un QB qui prend ce qu'il donne, puis qui tente pas le gros jeu, puis qui est dans un match serré. Mais ça reste que moi, je pense que Daniel Jones, quand il va arriver contre des bonnes défensives, ils vont voir ça, puis ils vont dire, bon, ben vas-y, on fait du man-to-man à tes gars qui vont aller loin, là, puis tu ne nous battras pas loin. Fait qu'on va arrêter s'il va s'ajouter. S'il est pas loin, tu vas dire quoi après ça comme détracteur? Ben là, rendu là, je vais dire chapeau, là, parce que sur le jeu court, ça ne marchera pas contre la défensive de Houston. Mais c'est ça que j'allais dire. Moi, je pense que contre les bonnes défensives, moi, je ne pense pas que cette attaque-là des Colts va être viable. Moi, ça me fait beaucoup penser, je vais faire le parallèle avec les Eagles, où on dit si on arrête Jonathan Taylor, Daniel Jones ne nous battra pas par la passe. C'est un match où Daniel Jones a eu un match serré. Il n'était pas en arrière tant que ça, où il a dû passer beaucoup. Mais tu sais, mettons qu'il joue, là, je vais prendre, mettons, les Chiefs, là, parce que les Chiefs sont red hot. Mettons que les Chiefs là, prennent 2 possessions d'avance sur les Colts. Moi, de ce que j'ai vu de Daniel Jones dans ce match-là, je ne pense pas que Daniel Jones est capable d'aller chercher justement plein de passes, là, une séquence là, de 20 verges. Je ne le vois pas tant être capable de faire ça. Fait que moi, c'est vraiment mon gros point d'interrogation. Je ne peux pas rien leur enlever. Là. Son 5-1, son premier dans la NFL, comme chapeau. Mais j'ai quand même une interrogation. Ça me fait penser à quelque chose, qu'est-ce que tu dis, parce que, évidemment, pas un fan des Colts depuis le départ de Manning. Fait que je n'ai pas regardé une de leurs games cette année. Par contre, j'ai pu remarquer que tous les scripts ont été avantageux pour, justement, le gameplay des Colts depuis le début. Fait que, tu sais, s'ils partent tout le temps la game, puis sont hot en partant, puis le script est bien défini, les coachs sont bien préparés, puis ça fait que leurs premières ou 2 premières possessions, ils scorent des points. Mais ça amène ce genre de situation-là où ils n'auront peut-être pas besoin d'essayer le gros jeu. Puis on dirait que c'est ça à date depuis le début de la saison. Soit j'ai sorti la chart de la semaine d'avant. Là, tu me demandais, Julien, là, ça c'est la chart de la semaine d'avant pour ceux qui nous regardent sur YouTube. 3 passes en haut de 20 verges sur 29. C'est encore une trentaine de passes. Fait qu'il ne force pas le jeu. C'est plus vers la gauche. La dernière semaine, c'était plus dans le milieu. Fait que tu sais, un corps qui lance dans le milieu, c'est quand même. Des fois, ça peut être. Selon si c'est la zone ou man-to-man, ça peut être chargé. Fait que, moi, en plus, il y a 4 bons receveurs de passes. Fait que, tu sais, si tu laisses ton receveur faire tes jeux après, puis qu'ils peuvent courir après le catch, je sais pas. Pourquoi forcer le jeu s'ils peuvent faire. Je suis curieux de voir contre les Chargers sur le prochain. Moi, je vais surveiller vraiment intensément dimanche contre les Chargers pour voir. Est-ce que Derwin James va avoir une autre interception ou est-ce que. En tout cas, tu sais, je me demande vraiment comment ça va jouer. Faut leur donner, là, ils ont Ah, ben oui! Quand je checkais les stats de Jonathan Taylor, je voyais les scores de chacun de leurs matchs, là. Puis c'est genre 35 points en moyenne. Oh, oui, c'est incroyable. Là, si ils ont le plus gros différentiel de la ligue de genre plus 78. Genre, honnêtement, ça bouge, je pense, par 30 ou 40 points. Absolument. Il y a 40 points, 31 points. Tu veux pas. 33, 29, 41, 20, 40, 31. Là, comme c'est incroyable là, ce qu'ils sont capables de mettre sur le board. C'est fou. Daniel Jones avait la misère à faire 6 points avec des Giants. Il y a quelque chose qui ne marche pas quelque part. C'est pas Daniel Jones le problème. Non, il sait jouer, Daniel Jones. Il sait jouer. C'est pas. Quand même, j'ai beaucoup de questionnements, on dirait. Les Cards, on dirait l'interruption est fixée. On n'arrête pas de pointer Kyler Murray du doigt.
C'est quand même puis faut que tu pointes bas parce qu'il n'est pas super grand. Des fois, tu pointes, là, tu sois te dis, précis. j'ai manqué ma cible. Et puis là, oh mon Dieu, le jeu, pour vrai, c'est tellement gênant. J'ai juste vu des highlights de ce match-là, puis le highlight où est-ce qu'il reçoit le ballon sur le casque, puis ensuite, il fake une commotion, puis c'est son excuse pourquoi il n'a pas sauté sur le ballon. Parce qu'il ne va même pas essayer de sauter sur le ballon, il laisse là, puis à la fin, il fake une commotion, puis il revient avec 0 commotion, 0 symptômes. Pour vrai, quel jambon, c'est incroyable, ça n'a pas rapport. Je suis pas un fan de Kyler Murray non plus. Les highlights de Kyler Murray depuis le début de l'année, là, c'est dégueulasse. J'aime pas ça. Là, dans le fond, j'aimerais ça. Juste, mettons, pour comparer à Jacoby Brissett, je suis allé chercher la chart de Jacoby Brissett. T'sais, on voit que Jacoby Brissett il a vraiment essayé beaucoup plus de longues passes complétées. Là. Quand même, si on compare à Daniel Jones. Ça, c'est toujours dans les airs. Hein? C'est où que le ballon, il y a le contrat. Exactement, pas la course. Soit le contact au sol ou le catch. Ou le catch, exactement. Marion, tu descends un peu pour le nombre de passes total. Tenté 44, je pense. Lui, il était plus... Oui, 27 en 44. Fait que, il y a moins de complétion, mais on voit qu'il a tenté quand même des vraiment plus longues passes. Ouais. C'est là que tu vois que Marvin Harrison devrait être vraiment meilleur que ça. Puis devrait être, on parlait d'un générationnel quand il s'est fait repêcher. Ouais. Là. Puis là, on dit qu'il éclate jamais. Là, mais s'il éclate pas, c'est parce qu'il y a un problème. Puis c'est quand même heureux. Parce que clairement, là, un peu comme George Pickens, là, je l'ai eu pendant 3 ans avec Pittsburgh. Puis j'attendais. Puis là, bon, il a fallu que CeeDee Lamb puis qu'il y ait un Prescott pour qu'il explose. Fallait qu'il n'y ait pas Pickett qui passe non plus. Là. C'est exact, c'est ça. Aïe. Mais, ni l'autre. Là. Oh my God, Trubisky, là, c'était atroce. Trubisky, man. Non, votre pire, c'était Rudolph. Là. Rudolph. Pour moi, tu as vu, lui, ça a été bloqué mentalement. Mais le pire QB, j'ai vu jouer dans la NFL. Incroyable de ne pas être capable de lancer un ballon plus fort que ça. L'année prochaine, ça va être qui? Ça va être Will Howard? Il va embarquer? Oui. C'est sûr. Peut-être. L'an prochain ou dans 2 ans, selon si Rodgers revient ou pas, à la fin, il va falloir qu'il aille se Rodgers a l'air d'avoir annoncé sa retraite avant le début de l'année. Les partisans n'étaient pas contents. Je pense qu'il s'est dit 1 an, mais si ça se passe bien et qu'il est en forme, peut-être qu'il va se dire qu'il va se laisser tenter 1 an de plus. Mais avec Will Howard, il y a une bonne communication selon Will. Puis aussi, selon Aaron Rodgers, il dit le kid, il pose beaucoup de questions, puis on jase. Fait que je sens qu'il y a quand même il est plus ouvert à aider le jeune. Une bonne relation. Maintenant, parlons de l'oser ton match. Le Buffalo contre Atlanta. On se demandait qu'est-ce que ça allait passer. Gros upset. C'est Atlanta qui l'emporte contre les Bills. Et là, dans le fond, là, j'ai juste être sûr de dire le bon score, mais je ne l'ai pas devant ma face. Je pense que c'était 21-14. 24-14. 24-14. Oui, il y avait un placement en fin de match. Donc, 24-14, Atlanta l'emporte contre Buffalo. Qu'est-ce que tu retires de ce match-là, Louis? Premièrement, comme tu as dit, c'est un upset. Personne ne l'a vu venir. Personnellement, extrêmement heureux du dénouement de la partie. Par contre, après une défaite un peu crève-cœur, un peu inattendue contre les Pats, leur rivaux de division la semaine d'avant, n'importe qui aurait pensé que les Bills allaient arriver puis être game shape x100, être prêts pour ce match-là. Ils ont besoin de bounce back avant la semaine de leur bye. Ils arrivent, première drive, une passe de 45 verges, passe de 24 verges, touchdown. Tu dis, c'est un walk in the park. Peut-être qu'Atlanta va scorer parce que la défensive de Buffalo en arrache dernièrement, mais tu aurais pu imaginer après une drive que Buffalo s'en allait pour en scorer 40. Là. Ça donnait vraiment ce feeling-là. Mais là, puis j'ai été vraiment curieux, quand même surpris de voir les statistiques pendant le match, puis extrêmement surpris, puis abasourdi de voir la défensive d'Atlanta, à quel point qu'elle était incroyable, comment il mettait de la pression sur Allen à chaque jeu. On sait comment il est capable de sortir du pocket. On dirait qu'il gardait, il protégeait l'extrémité du pocket, il gardait en dedans, il mettait de la pression souvent. Ils l'ont saqué 4 ou 5 fois. Puis on parle de Allen l'année passée, je pense que c'est lui qui a été saqué le moins dans la ligue, ou à peu près. 4 sacs. Puis non, la défensive d'Atlanta, on a vu des statistiques pendant la game qui sont top 5 dans toutes les stats depuis le début de la saison. Une équipe qu'on ne parle pas souvent parce que, premièrement, leur division, Tampa Bay, clairement, largement favori pour la gagner. C'est une division qu'on ne parle pas souvent, qu'on ne voit pas souvent, justement, dans la même division que les Panthers.
mais extrêmement surpris, puis ils m'ont impressionné. Atlanta m'a impressionné dans ce match-là. Autant que vous savez que j'aime pas les Bills, que j'aimerais bâcher Allen, bon, soit dit en passant qu'il a joué une game de merde, là, on va être honnête, mais c'est même pas ça que je retiens. T'en allais pas le bâcher, puis comme, t'as juste plus non, plugger que rien de merde. Non, mais je perdrai pas de temps à en parler, tu sais. Oui, OK, il a lancé à Casper, pas joueur de hockey, là, juste littéralement un fantôme, parce qu'il n'y avait pas de joueur qui a lancé. Bonne prémisse, bravo. Une autre fois, merci. 10 sur 10. Non, mais une autre fois qu'il a lancé complètement à terre, il a essayé de faire un Mahomes, il a essayé de faire de la magie, il a essayé de pousser le ballon avec sa main. Là, pour ceux qui regardent sur YouTube, il a essayé de lancer passer du le ballon comme ça, exactement. Comme on lançait de balle molle spécial, là. Je connais la technique. Quelle technique! Hey, wow, Julien, ça tu viens de me tuer, là. Ça, c'est vraiment bon, en tout cas. Mais tout ça pour dire, explique pas. Les gens s'imaginent vraiment essayé un Mahomes Magic pour aucune raison, parce qu'il y avait le temps en masse, puis c'était Ray Davis qui était là, puis il était wide open. Il avait besoin, c'était un genre de 3 et 6, quelque chose comme ça. Puis la passe a fini comme 3 verges en avant de Davis. Bref. Mon but, c'est même pas de parler de Buffalo. Atlanta m'a impressionné du point A, de A à Z. Bijan Robinson, fidèle à lui-même, il jouait contre une défensive que dernièrement en arrache. Buffalo, on dirait que la défensive, c'est vraiment, ils sont capables de performances extraordinaires puis de performances atroces. Fait on n'est jamais trop sûr si elle est bonne ou si mauvaise que ça. C'est vraiment. Mais Losé, pour réagir à ça, ce que tu dis, je trouve ça vraiment intéressant parce que moi, mon opinion de la défensive des Bills de cette année, c'était que souvent, quand ils vont créer des revirements, ça les sauve. Mais ils ne sont pas si bons pour être constants puis arrêtés, comme Atlanta le fait. Parce que depuis plusieurs années, ils sont extrêmement bons en défensive, mais ils sont bons pour suffoquer l'adversaire puis faire des 3-and-out ou faire des. Dans ta séquence, tu vas gagner peut-être 1 ou 2 premiers jeux, tu n'auras pas le choix de punt. Fait que, ils sont vraiment bons pour comme, arrêter les jeux. Dans ce que Buffalo va créer des revirements, ça fait des flamèches, puis ça enlève des séquences à l'adversaire. Mais s'ils ne sont pas capables de créer le revirement, qu'une équipe protège bien la balle puis qui court bien le ballon, ben ils vont mal paraître parce qu'ils ont de la misère à arrêter la course. Tu as absolument raison, puis c'est super ironique ce que tu dis, parce que la première présence sur le terrain de Atlanta, Bijan, premier jeu, il a échappé le ballon. Ils ont forcé un fumble à la première possession des Falcons. Par contre, ça a été called back à cause d'un flag. Fait que si, admettons, il n'y a pas de flag sur ce jeu-là, la game est peut-être complètement finie. Puis tu as raison, Buffalo sont très, très bons pour créer des revirements, ce qui n'a pas été le cas dans le match, à part le premier chapitre de Bijan, mais ça a été called back. Exactement. Fait que Bijan a un match extraordinaire qui a été propulsé avec une course de 81 verges. Pour ceux qui ont vu le match, il a break un tackle à la ligne de mêlée. Après ça, il y a eu un peu champ libre, un très, très bon blocage. Là, il y a eu un deuxième joueur qui a comme Stéphane. C'est ça. Ça aurait dû être une course de 30 verges à peu près. Ici, là, Stéphane. Puis j'en reviens pas qu'il ait réussi à garder son ballon, de rester en dedans, de ne pas toucher à la ligne. En tout cas, honnêtement, une course extraordinaire. Là. Quel athlète, même. C'est pas juste la défensive qui a été mauvaise. Il faut donner le jeu. Le gars, il a fait un jeu exceptionnel sur ce jeu-là. Mais ce que je retiens le plus, parce que tu sais, Bijan, les Falcons, quand ça va bien, il faut que Bijan ça aille bien. Puis Nick, ça reste un jeune corps, même s'il est plus vieux, parce qu'il est arrivé dans la ligue à 24 ans. Fait que là, ça fait un an, il doit être rendu à 25. Tu sais, c'est quand même un jeune corps, un corps recru, mais relativement expérimenté par rapport aux autres. Par contre, je pense pas que c'est lui qui peut runner tout le show, même s'il démontre vraiment beaucoup de belles choses ici puis là, ou un match de 30-0 qu'ils ont perdu contre Caroline à un certain point. Fait qu'il va y avoir des up and down, puis Nick. Fait que si les Falcons veulent avoir un match puis surprendre les équipes favorites comme les Bills, ils ont besoin de Bijan. Il a joué un match exceptionnel. Chapeau, Bijan, il a profité, comme tu dis, des largesses de la défensive des Bills contre la course. Ils ont martelé. Algier, il a eu un bon match aussi comme backup. Soit dit en passant, un des meilleurs backups dans la ligue. C'est juste dommage pour lui qu'il soit en arrière de Bijan. Parce que très, très fiable, très bon, surtout dans les. Très bon RB1 l'an passé, là. Ou le 2 ans, en fait, avant. Oui, absolument. Le 2 ans, il était très bon. Oui, absolument. Puis, mais moi, ce que je retiens le plus, pour ceux qui ont vu l'année passée la transition de Kirk Cousins à Michael Penix,
en fin de saison. Je pense qu'il restait 3 ou 4 matchs à la saison. Il y avait eu une connexion entre Penix et Drake London comme assez retentissante l'année passée. Je pense que Drake London, dans les 3 derniers matchs de la saison, avait fini wide receiver 1 fantasy. Fait que là, on avait toutes des grosses attentes. On en a parlé beaucoup avec Marco au début de l'année. La plupart du monde, pas tout le monde, mais la plupart du monde était high sur Drake London, puis on avait hâte de voir qu'est-ce que ça va donner cette année quand que là, Penix a son rôle, tout le monde est prêt. Ils ont eu toute une année complète pour se préparer pour. Puis là, début de la saison extrêmement difficile de Drake London les 3 premières semaines. Puis là, ça fait 2 semaines que c'est l'éclosion totale. Ils n'ont pas juste battu les Bills au sol. Drake London a été partout, tout fait pendant le match. Puis honnêtement, son premier touchdown, moi je dis souvent à quel point que les joueurs de football, trop souvent, font des erreurs mentales, des erreurs complètement stupides. On va le voir là. Mais son premier jeu, quelle présence d'esprit d'étirer le bras. C'est juste exceptionnel. Là, on dirait que sont repartis comme ils ont fini l'année passée. Encore là, c'est juste 2 matchs. Il ne faut pas s'affoler. Mais si Bijan reste aussi productif qu'il est en ce moment, ce qu'il devrait normalement être, ça va ouvrir la porte à des matchs assez exceptionnels de Drake London, selon moi. Là. Ça va être tough, parce que moi, j'ai pas vu la game au complet. J'étais allé me coucher de bonne heure. C'est rare, mais maintenant, je suis rendu vieux, fait que je vais me coucher de bonne heure. Mais quand je me suis levé le matin, puis j'ai checké les stats, juste les stats à la fin de la game, je me suis dit, bon, ils ont mis un lance-ballon, puis c'était Bijan puis London contre Buffalo. Parce que, honnêtement, sur les 250 verges par les airs de Penix, il y en a 230, dont 170 à London, 160 à London, puis 70 à Bijan. Fait qu'il y a juste 20 verges à 2 autres joueurs. Puis sur les 200 verges au sol, Bijan en a 170. Fait que, moi, je me suis dit, crime, ils ont battu l'équipe à 2 joueurs. Là. C'est quand même complètement fou quand ils y pensent. Là. Ça n'arrivera pas à toutes les games. Ça absolument. Pas à toutes les mais tu sais, ça, c'est des genres de games que dans les autres années, les Bengals arrivaient à battre les autres avec T. Higgins puis Jamar Chase. Jamar Chase, man, genre 300 verges, 4 touchés, il a attrapé la balle 6 fois. Genre. Ouais, ben c'est ça. Mais là c'est des matchs où c'est fait au sol et par la passe en même temps. Fait que si, mettons, tu essaies de tout mettre. C'est ça, exactement. Puis John, en ayant le luxe d'avoir un bon backup running back, ils peuvent amener le backup running back. Qu'est-ce qu'ils ont fait plusieurs fois pendant la game, puis mettre Bijan soit en slot ou même en wide receiver. Parce que normalement, ils ont un très bon wide receiver numéro 2 qui était blessé pour ce match-là, Darnell Mooney. Fait que ça fait en sorte que, avec le luxe d'avoir Algier, ils peuvent mettre un double threat en arrière, ils peuvent mettre Bijan de sa ligne. Honnêtement, les Falcons, je pensais que. Je vais t'amener ailleurs, jamais parler d'eux. Oui. Je pensais, parce que, tu sais, l'affaire qui me manque, là, tu ne l'as pas nommé, je tourne autour du pot, là, c'est que ça fait plusieurs fois qu'on le mentionne, je pense, hors honte, mais ce qui leur manque vraiment aussi pour un jeune corps, c'est quoi son meilleur ami? C'est un bon tight end. Puis, ils n'ont pas de bon tight end. Kyle Pitts, c'est comme la risée à cause des sous-performances en fantasy football. Puis là, les autres, je ne les connais pas de nom. Puis, c'est pas un problème. Si tu as un jeune corps avec un bon jeu au sol et une bonne défensive, ça te prend au moins 1 ou 2 bons tight ends. Pas juste des tight ends qui peuvent bloquer et qui peuvent attraper la balle. T'as-tu un gars de 6 pieds 6 qui peut attraper la balle? T'as-tu un tight end qui va te faire des courts gains qui va te sauver? Pitts, il est là pourtant. Je suis d'accord avec toi. Mais il fait pas la job qu'il devrait faire. Je suis d'accord avec toi, mais il n'y a pas de target. Tu sais, tu peux. Si tu regardes le match de lundi, il y a eu. Écoute, Marc, tu as les stats sûrement avec toi. Je serais vraiment surpris qu'il y ait eu en haut de 3 targets. J'ai écouté jusqu'à sûrement 2 targets environ. Quand Pitts, 3 catch, 18 verges, 4 targets. Ah, 4, bon, je pensais 3. Là. Ouais. Mais, tu sais, honnêtement. Dans le match, il n'est pas autour de lui. C'est ça non, c'est ça. Puis, jamais. Ben, écoute, ça va prendre encore un bon 2 ans avant qu'Atlanta abandonne sur Kyle Pitts. Il a quand même fait 1000 verges à sa saison recrue. Ouais. Ou à peu près. Le gars, il est 6 pieds 6, 6 pieds 5. C'est un stats de receiver parce que c'est ça le problème. Tu sais, quand tu te dis Atlanta, comment ils nous ont battus, combien de joueurs différents ont capté la balle? Tu sais, c'est 5, dont 2 tes porteurs de ballon. Là. Ouais, 1, 2, 3, 4, 4. Il y en a un qui a 2 targets. Washington a 2 targets, 0 catch. Ouais, sinon, il y a juste 4 joueurs différents qui ont attrapé le ballon. Mais pourquoi on est loin de Green Bay, là. On est loin de Green Bay. Ah ouais, c'est ça, tout l'inverse. Non, mais je suis d'accord, Julien, mais
pourquoi ils n'ont pas double team London toute la game s'ils n'avaient vraiment pas peur de Kyle Pitts? À cause que Bijan courait trop, fait qu'il faut que incompréhensible. Ben, c'est ça. C'est quoi le plan de match? Tu as 2 joueurs à surveiller. Puis, moi, je pense que Kyle Pitts va faire partie de l'équation, mais tu sais... Ça passe comme dans le bar avec Bijan puis London, ils vont y aller avec Bijan puis London. Oui. C'est ça, exactement. Ça, si jamais Pitts il est là pour genre, si jamais ils sont double check, triple check. C'est la même chose que Darnell Mooney l'année passée. Il y avait des bonnes games ici et là, mais au bout de la ligne, le script initial du match, c'est Bijan puis Drake London. Ouais. Si ça fonctionne, ils n'iront pas voir ailleurs. Garanti. Moi, je vais juste mettre mon grain de sel parce que si Bijan a eu un match comme ça, je pense qu'on n'en parle pas assez. Mais Mathieu Bergeron a fait un match de fou sur la ligne offensive. C'est un Québécois, il faut quand même le mentionner. Mathieu Bergeron, le joueur de ligne, bloqueur à droite, vraiment un gros match. On les aime, nos Québécois. Oui. C'est vraiment le côté où Bijan a fait sa longue Exactement, c'est ça, oui. Good job, Bergeron, c'est un stud. Puis si quelqu'un dit le contraire, ben on se va au rack à Bessic. Merci Losé pour l'analyse. Dans le fond, le temps file. On va en reparler parce qu'Atlanta, c'est une équipe que je suis extrêmement curieux de voir. Est-ce que ça va s'estomper? Est-ce qu'ils vont enchaîner des victoires? Est-ce qu'ils vont construire cette belle victoire-là contre les Bills? En prime time, tout le monde les a vus maintenant. Fait qu'ils vont faire parler d'eux. Les gens vont être curieux. Puis je pense que ça peut être une belle façon là, de relancer cette saison-là, alors que tu es à l'extérieur du portrait des éliminatoires, parce qu'il y a beaucoup d'équipes à 4-2 en ce moment. Donc, ça va être tendu s'ils veulent aspirer aux éliminatoires dans une NFC qui est stacked en ce moment. Mais là, dans le fond, parlons de nos prédictions. Parce que là, dans le fond, on va passer au prochain segment pour pas que le podcast dure 8 heures non plus. Mais je pense qu'on a du truc à dire encore sur ces équipes-là. Ouais, c'est ça. C'est juste 3 match-ups en plus. Ce que je voulais dire, Julien, c'est que c'est sûr qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver dans les prochains matchs, mais ça m'a vraiment donné l'impression qu'on peut confirmer que la défensive d'Atlanta est legit. 100%. C'est pas un c'est pas un flou. Non. Ils ne deviendront pas mauvais dans 2 semaines en défensive, là, clairement. Puis c'est une bonne unité défensive. C'est ça qui est le fun, c'est que c'est pas 1 ou 2 joueurs, puis dès que tu l'enlèves, tu te prends en vrille. Là, c'est vraiment une belle unité, une belle cohésion. Oui. Le tournadeur au plan de match, ils font leur assignation. Il n'y a pas de grosse pression, elle arrivait de partout. Ça, j'ai vraiment été impressionné. Puis depuis plusieurs années, les coordinateurs défensifs là-bas, ils font beaucoup de schémas où est-ce que les joueurs se croisent, ils font des blitz en croisés à 4 ou à 5, puis ils sont vraiment efficaces dans les corridors de course pour venir closer les gaps. Fait qu'ils sont vraiment impressionnants à voir jouer. Oui, vraiment. Ils créent des situations où ils vont attaquer d'une certaine façon pour... C'est pas un sac où est-ce qu'un joueur a fait un jeu individuel, c'est un schéma qui crée un sac parce que tu as comme piégé le corps arrière adverse. C'est vraiment cool à voir. Mais dans le tableau des prédictions, Marc-André, parle-nous qui a gagné la semaine. Yes, Losé, semaine presque parfaite, là, honnêtement. On lève notre chapeau. Losé, good job. 12 victoires en 15 matchs. Donc, les 3 seuls que tu n'as pas eu, c'est 3 matchs qu'on s'est trompé tout le monde. Là. Philadelphie, Dallas puis Buffalo. Tu as gagné tous les autres matchs. Donc, un gros bravo. Et ici, le Lone Wolf, tu as gagné. Ouais. On pensait Julien, bon deuxième avec 10 victoires. Et Marco et Julien, 9 victoires. Fait qu'au total, c'est Losé avec 37 victoires qui a les devants. Marco et Julien avec 35 et je viens bon dernier avec 34 victoires. Très serré. Très loin, Marc-André. Irrécupérable ta saison. Voilà, c'est terminé. Trop loin, terminé. Tu n'as même pas tes prédictions cette semaine. Juste par 2, c'est pas pire. Tu n'as même pas tes prédictions cette semaine. Pour vrai, c'est serré, là. Jamais. Les par 2, ça se tient. Ça veut dire qu'on connaît tout le football un peu. Ça. Les gars, on n'est pas par 8. Là, si vous voulez un truc, si vous voulez avoir une grosse semaine, soyez malade. Puis on ça ramène les meilleures semaines, c'est quand on n'est pas là. Ouais. Exact. Losé, moi, je suis le seul dans le podcast qui n'a jamais manqué une semaine de diffusion. Il y a même une fois, j'ai fait tout seul le podcast. Ouais, un épisode plus de temps faire le montage pour enlever tous les moments de silence où je reprenais mon souffle que de l'enregistrement en tant que tel. Donc, tu sais, genre, une émission genre de 1 demi-heure, moi qui parle tout seul, ça m'a pris 1h30 de montage. Je suis le seul qui a manqué une semaine. Tu fais une belle job, C'est ça, merde, je suis épuisé. OK, maintenant, parlons des prédictions pour la semaine qui s'en vient, avant qu'on parle un peu là, des matchs à venir. Donc, Marc-André, par la musique et ton tableau Excel, s'il te plaît. Yes! En prime time, jeudi, les Steelers visitent les Bengals et je prends pour mes Steelers qui ne me font pas mentir depuis le début de la saison. Je vais y aller pour Pittsburgh aussi.
Très malheureusement. Très malheureusement, Pittsburgh. Ouais. On est content pour eux. Ça se plate. Ça fait une couple de semaines que tu peux pas me narguer parce qu'ils gagnent son deuxième de la AFC, mais ça va revenir l'oser. Tu vas pouvoir me. T'auras des moments où tu peux me narguer. Pas inquiet. Rogers va être Rogers à un certain point. Les Rams visitent les Jaguars et je prends pour les Rams. Moi aussi. Moi non plus. Nakua qui sera pas là. Starter Devante devant Fantasy. Je vais. Moi aussi, j'hésite. Est-ce que le match. Juste une question comme ça, là, je sais pas. Est-ce que le match est encore à Londres? Ouais, il est à Londres. Ouais. Mais c'est pas de domicile. Ok, je vais aller contre. Non, c'est pas ça. C'est que les Jags ils étaient déjà là-bas. Je vais aller pour l'équipe qui était préparée. Je pense qu'il était là. Était-tu déjà là? Ouais, il était déjà là. C'est sûr que. Ok, bon, je vais aller pour l'équipe qui. J'en reviens pas. Non, il était pas déjà là. Ah non, il était pas déjà là. Non, c'était les Jets Broncos. Ouais. Ok, les Rams. Les Jags soient là-bas. Ok, les Rams. Les Rams, good. Ouais, je vais mouiller, je vais prendre les Jags. Ok, c'est good. Ouais, il veut surmonter l'osé avec des longs balls pour gagner. Les Saints. Je vais me rattraper, le Moody. Les Saints visitent les Bears et je pense que les Bears vont l'emporter. Ah, c'est le genre de game qui prend un offset, mais je prends Chicago. Chicago. Chicago aussi, à la maison. Comment c'est bon? Les Dolphins visitent les Browns et je pense que les Browns vont l'emporter. Moi, je vais y aller pour Miami. Un match à ne pas manquer, gang. Et si, ouais, hein? Deux équipes à 1 et 5. Est-ce qu'ils vont avoir besoin d'un Hail Mary ou pas? Ok, les Browns. C'est quoi? Je sais pas, ils ont bien tenu les Chargers. Je vais y aller avec Miami. Ouais. Alright, un petit split. Les Raiders visitent les Chiefs et ce match-là est plus important pour les Chiefs que pour les Raiders. Chiefs. Ouais, c'est les Chiefs. Important, peu importe les Chiefs. How about those Chiefs? Ouais. C'est la phrase de l'osé. Ah ben, bon, une game de division, là, mais c'est les Chiefs. L'osé m'inspire. Avec Rice qui revient, j'ai bien hâte de voir. Eagles visitent les Vikings et je pense que les Eagles vont bounce back après 2 défaites. Je pense que Philadelphie va gagner. On sait-tu si JJ il revient? C'est direct ma question. C'est direct ma question. On sait si... Ils vont-tu le remettre même s'il est en santé? Moi non, je sais pas. J'ai vraiment pas aimé ces premiers matchs. Contre Philadelphie en plus. Vous voyez, je la ramènerai pas contre eux autres, en tout cas. He hasn't yet been named starter. Ouais, ben honnêtement, Carson Wentz, il joue pas mauvais, là. Puis, man, on peut-tu attendre de faire notre prédiction plus tard dans la semaine maintenant. Parce que pour vrai, ça change toute la patente, ça, là. Ouais, là, tu gagnes la semaine 7. Je vais y aller avec Minnesota en pensant moi, parce que McCarthy joue pas. Moi, parce que je pense qu'à 100% que c'est Wentz qui va jouer Minnesota. Aïe. Je vais y aller avec Minnesota aussi. Ouais. Panthers contre les Jets et je pense que malgré le fait que les Jets ont créé leur premier revirement la semaine dernière en 6 games, je pense que les Panthers vont l'emporter contre les Jets. Moi aussi, les Jets, c'est une catastrophe. Les Jets, c'est une catastrophe. Non, mais quoi? Ça résume la situation. Non, mais sérieux, là, gars. Je pense que les Jets vont gagner leur premier match de la saison. Faut qu'ils en gagnent un. Je vais aller contre l'Osé Caroline. Je peux pas croire que j'ai pris les Jets, honnêtement. Les Patriots. Caroline, Rico, tout the moon. Excusez-moi, vas-y. Patriots visitent les Titans et malgré le fait que les Titans pourraient être électrisés par un nouvel entraîneur-chef, je pense que les Patriots vont l'emporter. Vrabel retourne à ses anciens amours. Vrabel, il perdra pas et l'Angleterre qui vont confirmer leur première place dans la division. Ouais. Ouais, on va y aller aussi avec les Nouvelle-Angleterre. On prendra pas de chance avec Petit 30 secondes, en début de saison, j'avais pris un pari audacieux en disant de prendre peut-être les Pats comme gagnants de division. On est rendu semaine 7, puis c'est toujours réaliste. Ah, puis, hey, vite de même, là, on a oublié de le dire lors de mon analyse du match des Bills. Faut pas oublier que les 4 victoires des Bills sont contre des équipes qui sont 3 victoires, 21 défaites après 6 semaines. Ouais. À cause des Bills. Vous voulez vraiment le plugger, ça. Elle a tué le spirit. Avec raison, avec raison. Il a joué son moment. Hein. On parle même pas des Bills qui sont en bas. Lance le MVP! C'est important. OK, Giants visite les Broncos et je pense que les Giants vont l'emporter face aux Broncos. Oh,
Oh, ouais. Ah, man, ils sont tellement up and down, les Giants, mais je pense que les Broncos, ils ont plus à jouer que les Giants. Denver. Denver est à la maison? Denver. Ouais. Denver. Les Colts visitent les Chargers et je pense que les Colts continuent sur leur lancée et battent les Ça va Chargers. être intéressant. Ça, tu vas la regarder, ce game-là. Les Chargers ont trop de blessés. Ouais. Si ça, le problème. c'était leur A-team, j'aurais pris les Chargers, mais ils ont trop de Pour leur blessés. team, Marc, c'est les Donnez-moi- puissants Colts contre les décevants Chargers. Moi, parce que j'aime Marco comme mon frère, donnez-moi les Chargers. Ah, ouais. Hey, man, Nero, j'adore les Chargers, mais je peux pas y aller avec mes Chargers. Je vais aller avec Indianapolis. Oh! J'ai pas le choix. Non, mais tu sais, les- quand on dit qu'on pète pas avec son cœur, c'est ça que ça veut dire. Les Packers contre les Cardinals et je pense que les Packers vont l'emporter. Même s'ils sont pas si convaincants, les Packers vont battre les Cards. Ouais, Ouais, contre pas le si- cœur, les Packers. Pas si convaincant, c'est pire que ça, là. Ouais. Hey, Tyler va revenir, puis il va faire sa marque. Ouais, on va prendre les Packers aussi, là, mais. Ils ont quand même 3-1-1, là, son deuxième dans la NFC. Ça va être serré, ce game-là, mais ça va être Packers. Ouais, Il aurait dû gagner par 100 la semaine passée. ouais. Ah, puis je tiens à dire que si Indianapolis ne gagne pas, je vais être content quand même. Ouais, tu t'es edgé, c'est ça que Ouais, t'as je me fait. suis edgé. Ça, C'est un emotional edge. C'est le même Exactement. comme Commanders Exactement. visitent Cowboys et je pense que les Commanders vont l'emporter. Moi, je n'aime pas ce que je vois des Commanders depuis le début de l'année. Je vais aller avec Dallas. America's team. Ouais, moi tout Dallas. Les Falcons visitent les 49ers dans c'est un match Oh, extrêmement bonne difficile game. à Wow, ça, prédire, c'est mais je tough. pense que je vais aller Bonne avec, game. je pense que je vais aller avec les Falcons. Ah, man. Moi, je pense que les Falcons seront pas assez constants. Je vais y aller avec les 49ers. Hey, ça, c'est tough parce que C'est tough, après, là. après que San Fran ont perdu Bosa pour l'année, ils viennent de perdre Warner pour Ouais. l'année. Par contre, le retour du meilleur tight end de la ligue cette semaine, give me San Fran. Je sais même pas quoi prendre. C'est tough, là. Ah, c'est tough. C'est la plus Parce tough. que Bijan pourrait s'amuser, là, tu sais. Mais, La game de la semaine, ça. On va. Donnez-moi. Brock Purdy, lui, il avait pas de suite, hein, non? Ouais, Non. ben il est Ah on oui? pace pour jouer, mais Ah c'est ouais, pas ok. sûr. Il n'y a rien de sûr encore. Donne-moi San Francisco, c'est à la maison. Ah ouais, let's go. Ouais. Hey, là, vous me laissez Lone Game of Wolf the là, Week, pour la ça troisième aussi, là. fois. Game of the 4 Week, fois. là. 4 fois, je suis Lone Wolf à Ah la oui, deux ça aussi. positions. Ça aussi, Game of the Week, là. Hey, Buccaneers contre Lyon, un match à pas manquer, mais je pense que les Bucks l'emportent à Détroit contre les Lions. Ouf. Ouh là là. On sait-tu avec Buka, il est arrivé quoi avec Buka? Il est-tu out ou il est in? Hamstring, Ouais. c'est hamstring, fait qu'il y a des C'est très 4 bonnes à chances 6 qu'il semaines joue pas. d'habitude. Ouais. D'habitude, c'est 4 semaines au moins. Ouais, 4 Parce que semaines là, au moins. si avec Buka, Godwin puis Evans jouent pas, ça commence à Mais être Evans, mince un peu. Evans il Bucky- est optimiste à jouer, à se pratiquer cette semaine. Fait que Bucky je sais joue si pas il non plus cette Ouais, semaine. c'est ça. Moi, je pense que ça commence à être mince un peu pour Tampa Bay. Je vais aller pour Détroit. Exact. Trop de blessures, Détroit Ouais. pour moi. Même si le MVP est à Tampa. Oh, oui, 100%, mais je pense que la conjecture de ce match-là fait qu'il y a trop de blessés. Ouais, pour, il vient de perdre, on va pour un bounce back win de 3 Ouais. aussi, moi aussi. Hey, ok, fait que 5 fois, je suis Julien, Lone Wolf. Ju- C'est pas Julien, la c'est sûr meilleure que ton semaine premier, que j'ai soit vue, que- la pire. Julien, il est soit premier ou dernier, là. Après Ah, cette semaine-là. ça joue gros semaine 7. Là. Les Texans Ça peut visitent être les splitté, ça peut être Seahawks. Et les splitté. Seahawks 2, l'emportent. 3. Toi, t'as pris qui, Julien, si j'ai pas Les compris? Seahawks. Ouais, moi aussi. Ah ouais. Moi, moi Houston. Hey, Ah là man, là. là, je suis Non, non, nerveux. Là. Il y a aucun vas le Après le laisser bye chance. week. Après le bye week. Non, ouais. non, Seahawks. Qui emporte la bye week entre les Ravens et les Bills? Faut se prononcer. Non. On se laisse là-dessus. Alors, on va faire une pause du podcast. On se laisse sur cette belle image-là. On regarde les prédictions. On se demande qu'est-ce que vous en pensez. Puis avant de parler des matchs de la semaine prochaine, on fait une pause et ensuite, on fait un segment match à venir. Donc, merci les boys pour le premier épisode. Et on se revoit dans quelques minutes. Et pour les auditeurs, ils vont bien. J'espère que vos poules vont bien. Puis on se laisse pour les matchs à venir très bientôt. Ciao la gang. Yes, ciao. Salut la gang.